Bonjour à tous et bienvenue à ce webinar, une plateforme CPM intégrée de Talentia Software. Donc je me présente rapidement en 2 mots. Donc je m'appelle, Dominique Di Grande. Je suis en charge chez Talentia de ce qu'on appelle, solutions et alliances. Alors on a mis les 2 ensemble parce que finalement, on va chercher, les bonnes alliances, les bons partenaires, pour construire en fait, des solutions, à forte valeur ajoutée. Donc voilà, donc ça c'est mon rôle, auprès de l'éditeur, Talentia Software. J'ai un background, dans le monde du CPM, EPM, de plus de 30 ans. Bon, j'ai travaillé chez Cognos, IBM, SAS Institute. J'ai également été, responsable de tous ces sujets dans une grande banque, en Suisse parce que, initialement, je suis basé en Suisse, mais, francophone comme vous l'entendez. Donc aujourd'hui, l'agenda, c'est le suivant. J'aimerais vraiment passer à travers, les différents défis, de la solution dans son ensemble et comment elle contribue, à créer de la valeur pour la société. Ensuite descendre d'un cran au niveau des processus fonctionnels, avec évidemment le réglementaire, le statutaire, le financier et puis ensuite l'extra-financier. Puis descendre encore d'un cran, pour aller, vraiment toucher en fait, aux fonctionnalités permettant, une mise en œuvre facilitée et surtout en fait de couvrir d'une manière pragmatique, l'ensemble, des défis qu'on aura mentionnés plus haut. Et à la fin, l'idée serait, d'élargir, pour aborder justement l'impact de l'intelligence artificielle, mais vraiment sur la base d'une architecture modernisée. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup, de gens, plonger dans le buzz de l'intelligence artificielle, comme ils ont plongé en fait dans le buzz, du big data ou d'autres sujets avant, sans vraiment, faire une évaluation de: «Est-ce que mon architecture me permet d'augmenter la productivité de la globalité, de mes équipes, voire internes et externes à l'entreprise. Parce que finalement, maintenant, de plus en plus, en fait, l'architecture s'ouvre aux parties prenantes, externes à l'entreprise. Donc ça, c'est l'idée. On a à peu près 45 minutes, donc démarrons tout de suite. Donc juste en 2 mots, concernant Talentia, je pense, sincèrement, mais après évidemment, je suis un peu biaisé puisque je fais partie de l'éditeur, mais je pense sincèrement en fait que Talentia fournit une solution, d'EPM, qui produit en fait, un retour sur investissement, un total cost of ownership, heu, extrêmement optimisé parce qu'elle a été vraiment conçue du départ, heu, pour les grosses PME et les ETI. Donc c'est vraiment en fait notre cible, depuis l'origine finalement, du développement de la solution. Après ce qui est intéressant et ça on l'a vu dans quelques cas de figure, on s'adresse également à des gros groupes, donc qui font, plusieurs milliards de chiffre d'affaires, mais qui ont décidé en fait, d'appréhender en fait la modernisation de la plateforme EPM dans son ensemble de manière très pragmatique en fait. Donc, en faisant un certain nombre de compromis, en étant très pragmatique sur, ce qu'ils souhaitent atteindre comme objectif. Et là, je pense que la solution a également, une grosse valeur ajoutée. Puis je montre ce slide parce qu'en fait, c'est le dernier slide d'analyste, qui montre que 100 des clients qui ont répondu en fait à la question, heu, quel est l'avantage finalement d'implémenter une solution comme Talentia? Ils ont tous répondu, la génération de valeur par rapport à l'investissement pour mettre en œuvre la solution, est clairement, optimale. Donc voilà. Heu, concernant Talentia, je rentre pas forcément dans les détails. J'imagine que vous nous connaissez dans une certaine mesure. Bon, c'est une société, à taille humaine, hein, c'est une ETI, qui est principalement focalisée sur le marché européen. Alors on voit en fait, qu'on est actif également ailleurs, dans le monde, mais globalement, c'est vrai qu'au niveau de l'EPM, on a, probablement, 90 de nos clients en Europe, et puis on a environ entre,
800 et 1000 clients depuis de longues années qui sont aujourd'hui en fait en phase de modernisation pour appréhender en fait les nouveaux défis dont on va parler tout de suite. Alors, ça, j'en parle très rapidement parce qu'on pourrait passer des heures et c'est pas le but. Ça fait à peu près 3 ans, enfin disons ça fait 5 ans qu'on a commencé à réécrire totalement la plateforme, pour, en faire une plateforme SaaS native. Depuis, 2-3 ans maintenant, on a engagé une démarche de migration de tous nos clients, vers le SaaS et on va dire que voilà tous les bénéfices, qu'ils en tirent et franchement, je pense qu'en termes de bénéfices, là, à nouveau, le rapport, coût-bénéfice, est extrêmement favorable puisqu'en fait, en termes de sécurité, on a cherché à avoir toutes les certifications, on a augmenté massivement le niveau de sécurité. Heu, pour faire travailler des partenaires en collaboration avec des clients, aujourd'hui, c'est extrêmement facile en fait d'ouvrir un environnement client de manière totalement sécurisée, évidemment avec l'accord du client et de permettre aux gens de travailler. Pour nous aussi, les mises à jour, c'est extrêmement fluide. Avant, on faisait, une release, 1 fois par an et ça sous-entendait que chaque client, devait mettre à jour. Ici, les releases sont poussées, mensuellement, activées ou pas, mais en tout cas, elles sont poussées mensuellement et c'est totalement transparent pour le client. Donc, il y a un vrai gain. Comme dit, on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le seul point que je souhaite, rajouter, par rapport au SaaS, c'est, la certification, SOC 1, ISAE, 3402 qui fait vraiment référence à la qualité des contrôles internes qu'on a mis en place chez nous, en tant que fournisseur de solutions, pour vous permettre et permettre en fait surtout à toutes les entreprises qui sont, obligées de justifier, principalement auprès de l'autorité américaine, Sarbanes-Oxley, que les fournisseurs, ont le contrôle de leur contrôle interne. Donc ça, c'est aussi en fait une certification qui vient en fait par défaut, lorsque vous basculez en fait sur notre environnement, SaaS. Donc voilà pour la présentation de Talentia. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, puis on va se dire, OK, maintenant on a un environnement dans une solution, SaaS, où les mises à jour arrivent, mensuellement, basées sur des changements réglementaires, sur des, optimisations, des innovations et on a une plateforme qui me permet d'intégrer l'ensemble de mes processus, de PM. Donc, comment je fais et pourquoi je le fais? Alors, l'idée, c'est vraiment de moderniser et de permettre la planification et le pilotage à l'échelle de l'entreprise. Et là, souvent, on me dit: «Oui, mais c'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui». Et ça, c'est probablement pas faux, mais l'objectif vraiment ultime, c'est de supprimer l'ensemble des frictions, qui freinent le développement d'entreprise dans sa transformation et surtout, en fait, qui enlèvent, heu, du travail, manuel et à peu de valeur ajoutée aux gens. Parce que finalement, le point, il est vraiment là. Oui, on le fait déjà, probablement depuis longtemps, mais c'est pas du tout efficace et les gens, passent des heures et des heures et des heures à travailler les données manuellement pour arriver en fait au résultat. Et le résultat, c'est quoi? C'est l'unification des 3 initiatives. Alors ça, je le rappelle, je pense que tout le monde le connaît, mais c'est les 3 initiatives du run. Donc vraiment, le fonctionnement classique, de l'entreprise avec son budget, d'un point de vue opérationnel au quotidien. Donc il y a le build. Là, c'est toute la partie, l'entreprise, a des plans pour se développer, se diversifier, améliorer son offre. Puis ensuite, il y a la partie transformation qui est devenue en fait un sujet central aujourd'hui, clairement dans les sociétés, qui est de dire, j'intègre des nouvelles technologies, je dois répondre à des nouvelles réglementations. Voilà. Donc l'idée, c'est de vraiment, unifier ces 3 initiatives et pour beaucoup d'entreprises, c'est un vrai défi. C'est un vrai défi et souvent, en fait, on se rend compte, que les 3 initiatives existent en mode silo. Pourtant, les ressources,
très souvent, qui font tourner l'entreprise, le run, sont souvent impliqués dans l'évolution de l'entreprise ou dans sa transformation. D'où l'importance de pouvoir, unifier ces 3 initiatives et c'est pareil en termes d'investissement, de gestion de la trésorerie. N'étant pas illimité, j'ai besoin en fait d'avoir une vue globale. Donc c'est vraiment ça en fait, qu'on souhaite apporter en termes de modernisation. Donc quand on parle de modernisation, en fait, on cherche en fait à sortir l'ensemble des frictions, de ces 3 processus et de les unifier. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, la partie horizontale de la modernisation. Évidemment, c'est déjà pas simple, mais c'est pas tout. Ensuite, il y a, toute la partie, verticale à rajouter. Donc, pourquoi modernisation? Aujourd'hui, je l'ai mentionné aussi, précédemment, c'est vrai que l'extra-financier et l'obligation, de mieux gérer, ces, transferts internes, la manière dont on gère les taxes, avec, des, réglementations type country by country reporting qui ne touchent pas toutes les sociétés, mais touchent quand même un périmètre de société, non négligeable puisqu'en fait, à partir de 750 millions, on est dans dans ce contexte-là, fait qu'on rajoute sur ces 3, processus, tout un ensemble d'autres éléments et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc là, on était vraiment sur l'objectif global que tout le monde est censé, aborder. Maintenant, quand on descend au niveau, des processus plus fonctionnels, là, on parle de l'idée d'homogénéiser tous les processus de consolidation. Et je dis tous les processus de consolidation parce que souvent, en fait, on parle de la consolidation statutaire, qui est, réglementaire, donc obligatoire et qui est un processus de consolidation avec une certaine complexité, mais qui est souvent maîtrisé et celui-là, on le connaît. Mais il y a une étude qui est sortie dernièrement qui dit que 42 des DAF ne disposent pas aujourd'hui d'un processus unifié entre la consolidation statutaire et la consolidation de gestion, le reporting. Donc, ça fait quand même 1 sur 2, ce qui, de mon point de vue, me paraît absolument énorme. Bon, mais enfin voilà, c'est pas moi qui ai fait l'étude. Néanmoins, c'est représentatif. Et si on va une étape plus loin dans l'étude, ils disent que 23 des répondants disposent d'un outil de consolidation statutaire, mais qui ne permet pas de produire toute la dimension extra-financière et la dimension country by country reporting qui est plus en lien avec la manière dont on organise en fait les transferts internes et la gestion des taxes et impôts dans la société. Donc là, on est à 23 donc c'est loin d'être négligeable. Puis à côté de ça, dont on a parlé avant, le budget, lui aussi, il a besoin en fait d'être consolidé selon les mêmes règles à partir du moment où on est dans un groupe qui a plusieurs entités. Ce qui est quand même très souvent le cas aujourd'hui et même si le groupe lui-même n'a pas, de nombreuses entités juridiques, il y a toute la dimension agence et décentralisation, des activités opérationnelles qui nécessite aussi cette capacité en fait à consolider. Donc aujourd'hui, si on va sur le budget par entité, de mon point de vue et on le voit pas systématiquement, les entités devraient être capables, de, au niveau spécifique, planifier leurs besoins en capital, bien gérer, le fonds de roulement, avoir une stratégie d'investissement et avoir en fait le niveau de financement nécessaire, pour justement, être très autonomes dans leur pilotage. Aujourd'hui, on se rend compte en fait, que dans certains cas, un nombre non négligeable de ces, étapes sont faits à un niveau, consolidé, mais ne sont pas, maîtrisés au niveau entité. Ce qui est évidemment, je pense une faiblesse parce que, quand on travaillera ensuite, sur tous les aspects de trésorerie, on va avoir en fait, des manques dans le processus. Donc ça, c'est vraiment important en fait, de décliner
également toute cette structure fonctionnelle jusqu'au niveau de l'entité et in fine, d'avoir au moins un cycle mensuel. Parce qu'on a encore des sociétés qui sont sur des cycles trimestriels ou semi-annuels. Et je pense que un des avantages en fait de l'intégration de tous ces processus EPM, c'est aussi d'augmenter la fréquence en fait de suivi, de pilotage, de mise à jour. Donc ça, c'est vraiment central. Et puis après, je l'ai mentionné, comme dit, les intercos doivent être traités dans le budget. Les taxes, le décalage dans le temps, que ça soit au niveau interco, au niveau taxes, doit être traité dans le budget. Donc on est vraiment sur le fait que le budget de trésorerie, in fine, doit intégrer tous ces éléments opérationnels pour qu'on ait une planification très fine de la trésorerie, qu'on puisse éventuellement mettre en place un cash pooling centralisé au niveau du groupe et qu'en plus, on va pouvoir réconcilier mois après mois l'état des flux de trésorerie avec le plan de trésorerie, l'exécution en fait de l'utilisation de la trésorerie de l'entreprise. Donc ça, en 10 minutes, on va dire, c'est les spécifications de ce qu'on souhaite réaliser lorsque on modernise une plateforme d'EPM. Alors, la question du coût, de la durée, de la complexité vient très souvent. Donc, j'ai un exemple qu'on a implémenté l'année dernière pour une société. C'est un peu l'équivalent du Sodexo italien. Et on a pu mettre en place, et c'est rare en fait qu'un client décide de transformer de bout en bout sa plateforme, comme je l'ai mentionné ici, avec la partie financière, avec la partie consolidation, avec la partie investissement et avec la partie extra-financière. Donc, on a pu implémenter le projet de bout en bout. C'est pas tout à fait fini en 250 jours hommes. Et pour l'instant, ça fait à peu près 14-15 mois que le projet a démarré. Toute la partie financière est finie depuis l'année dernière. Donc, elle a été exécutée vraiment sur une période très courte, hein, moins d'une année. Et là, on est vraiment en train de mettre en œuvre la partie extra-financière. Et on a traité la consolidation statutaire, on a traité la consolidation du budget, des investissements, etc. Donc, on voit que oui, il y a un vrai investissement de repartir d'une feuille blanche, là en l'occurrence. Bon, on a remplacé en fait un EPM existant, mais disons, oui, il y a un vrai investissement de repartir d'une feuille blanche, mais mine de rien, ça peut quand même aller assez vite. Puis après, on peut décomposer en fait, changer une conso, on va dire que c'est une trentaine de jours, intégrer du reporting opérationnel, avec la conso stat, on va passer plutôt à 50-60 jours. Si après on veut rajouter le budget, on est sur 100-150 jours et cetera, pour arriver en fait dans le cas de ce projet-là, qui est pour une société qui est quand même grosse, hein. Je veux dire, on est quand même sur une société qui fait, pas loin du milliard de chiffre d'affaires, sur un projet de 250 jours. Donc c'est intéressant de se rendre compte que oui, c'est pas négligeable, mais en abordant les choses de manière très pragmatique avec une solution adaptée, ça peut quand même se faire assez rapidement. Alors, quels sont les avantages clés, d'une solution d'EPM, telle que la nôtre, en fait? Alors, sur le slide là, on voit que pour le budget, pour, la consolidation, pour, l'extra-financier, il y a toujours un bout qui est spécifique, en fait, au sujet qu'on traite, ce qui est normal, ce qui est p ce silo, en fait, qu'on voit représenté ici. À côté de ça, il y a des services qui sont absolument nécessaires et qui sont, les mêmes pour l'ensemble de ces sujets. Donc, on va avoir les services d'intégration. Il faut aller chercher les données, il faut les agréger et il faut fournir le data lineage qui permet en fait d'avoir une piste d'audit de bout en bout pour comprendre d'où vient la donnée. Donc ça, c'est standard dans la plateforme.
Ensuite, il y a le workflow, évidemment, et la capacité à saisir, ajuster, restituer l'information. Mais ça, c'est relativement standard. Ce sur quoi je veux mettre l'emphase aujourd'hui, c'est vraiment la notion de plateforme. Et cette plateforme, en fait, nous, on vient de ce monde-là. Et cette plateforme, c'est ce que vous voyez ici. On a tout ce qui est en rose, c'est des dimensions et une logique métier qui va permettre, en fait, d'agréger, de consolider de manière quasi automatique avec une maîtrise et une documentation optimale. Alors, pourquoi ça le permet? Parce que, en fait, initialement, ça a été vraiment développé pour la consolidation statutaire. Mais ce qui est fondamental, c'est que toutes ces dimensions fixes et la logique métier qui est associée soient suffisamment flexibles pour permettre de traiter d'autres types de consolidation. Et donc là, quand on prend la notion de périmètre, évidemment, on a toutes les fonctionnalités permettant de traiter un périmètre de consolidation statutaire, mais aujourd'hui, en fait, on crée des périmètres aussi pour consolider la consommation d'énergie. On crée des périmètres pour consolider la manière dont les impôts sont payés dans le country by country reporting. On a un périmètre qui est proche en fait du périmètre de consolidation statutaire, mais qui va nous permettre en fait de faire le calcul associé à la taxonomie verte pour savoir dans mes capex, mes opex et dans mon chiffre d'affaires, qu'est-ce qui est vert de qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc ça, c'est important en fait, d'avoir la dimension du périmètre, d'avoir la logique métier prédéveloppée et de pouvoir justement avoir la flexibilité de l'adapter en fait à d'autres sujets comme ceux que je viens de mentionner. Et puis bon, pareil, évidemment, on vient du monde de la consolidation et la notion de partenaire, pour nous, elle est centrale. Et comme je l'ai mentionné avant, un budget entité doit prendre en considération en fait toutes les interactions en fait avec les partenaires parce que c'est absolument clé au niveau entité. Et puis ensuite, bah, il faut qu'on s'assure que lorsqu'on consolide, tout soit éliminé proprement. Mais disons, au niveau du budget entité, c'est vraiment important aussi dans la gestion de la trésorerie de bien modéliser en fait tous ces flux interentreprises. Et le dernier élément dont je souhaite peut-être parler ici, c'est la notion de combinaison. Donc la combinaison, en fait, c'est le processus de consolidation lui-même. Et là, à nouveau, c'est comme le périmètre. La possibilité d'avoir des combinaisons, enfin, autant de combinaisons qu'on veut, ça va nous permettre de consolider différemment, de simuler des consolidations, de simuler en fait des transformations du périmètre avant qu'elles aient lieu, de faire des comparaisons comment c'était avant par rapport à aujourd'hui. Donc, les combinaisons permettent vraiment de faire tout ce travail de simulation. Évidemment, l'aspect monnaie, consolider dans une monnaie différente, consolider avec des taux différents, simuler avec des taux avec des hypothèses en fait où on se dit ça pourrait évoluer dans ce sens-là, quel est l'impact global sur l'ensemble de mes flux. Mais ça, évidemment, c'est faisable uniquement si on a modélisé le reste de l'environnement opérationnel grâce aux dimensions complémentaires qu'on voit en fait à droite. Et ça, je pense que c'est important parce que tout ce que j'ai mentionné là, si je prends un outil classique de FP&A dont la consolidation n'est pas le centre névralgique, bien entendu, tout ce dont je parle là peut être développé également dans n'importe quel outil de FP&A, puisqu'en fait, il s'agit de créer des dimensions, des indicateurs, une logique métier et de construire le moteur. Mais simplement, nous, le moteur, il est à disposition et il est surtout utilisé de manière très pragmatique pour faire tout ce que je viens de mentionner là. Donc, si on regarde au niveau de l'interface utilisateur, ça se présente de manière très simple, c'est-à-dire que j'ai des écrans
qui me permettent de lancer, comme je l'ai mentionné avant, l'ensemble de ces combinaisons pour la consolidation statutaire, pour, la consolidation de gestion, pour, d'autres besoins de simulation. Et donc là, on voit l'écran qui me permet de lancer ces consolidations. À chaque fois, en fait, je vais avoir évidemment des journaux qui sont produits. Ces journaux me donnant, en fait, l'ensemble des écritures qui auraient été passées et me permet, en fait, d'aller chercher dans le détail ce qui s'est réellement passé et puis ensuite de prouver à tous ceux à qui je dois prouver que, bah, la démarche, en fait, est sous contrôle et puis, qu'elle est gérée de bout en bout. Et en amont de l'exécution de ces combinaisons, ici, justement, j'ai la possibilité de les, prédéfinir. Donc avec des taux différents, avec ici, comme on le voit, une consolidation like for like. Donc, la dernière transaction, le dernier événement en fait qui a eu lieu dans l'année, je l'enlève pour être capable justement de consolider de manière uniforme entre les différents exercices. Je peux évidemment créer des consolidations pro forma, etc., etc. Tout ça dans le même outil et puis à un niveau du réalisé et aussi bien au niveau du budget. Donc ça, c'est vraiment sur la partie consolidation. Après, un autre élément que je souhaite aborder rapidement aussi en termes d'outils, c'est que on le voit ici, il n'y a qu'une version de la vérité. Donc, il existe en fait une base de données centralisée dans laquelle je vais charger des données avec le niveau de détail qui me permet ensuite d'agréger comme je le souhaite, mais avec une seule version de la vérité qui est le niveau de détail que j'ai stocké dans ma base. Éventuellement, en amont, si je veux avoir le détail de la manière dont cette information a été agrégée. Donc ça, c'est déjà important parce que j'ai cette base centralisée. Et puis, nous, c'est vrai qu'on a pris le parti pris de développer tout ce qui est format de restitution ou aussi liasse de saisie dans la suite Office, Excel, Word, PowerPoint, qui ne contiennent jamais aucune donnée, mais uniquement en fait le formatage. Et j'ai un exemple ici, je peux vous montrer. Quand je, quand je clique sur l'exécution, le modèle visuel va aller me chercher les données. Donc ici, j'ai un exemple vraiment très simple qu'on peut construire en fait dans Talentia CPM en une journée. On voit que initialement, j'ai besoin, d'une dimension, en l'occurrence ma dimension projet, que je vais agréger de manière différenciée avec des hiérarchies, donc une hiérarchie par département, une hiérarchie par responsable. Au niveau le plus fin du projet, je vais pouvoir créer tout un ensemble de caractéristiques qui décrivent le projet. Ces caractéristiques, elles vont pouvoir être de différents types. Elles vont pouvoir aussi être dépendantes du temps. Typiquement, en fait, un responsable projet, bah, il va changer dans le temps. C'est indépendant du projet lui-même. Donc, je veux suivre le projet dans le temps et je veux suivre aussi qui était responsable du projet dans le temps. Donc voilà, donc ça, c'est deux choses qui sont très faciles en fait à modéliser. Et une fois que j'ai modélisé, comme j'ai mentionné avant, on va avoir ici le template Excel, la manière dont je décide de formater les chiffres. Mais par contre, à votre droite, vous voyez en fait une palette. Et c'est cette palette en fait qui me permet d'aller appeler de la base de données les informations qui peuvent être stockées à un niveau de détail très fin, mais qui ici vont être restituées de manière agrégée. Et donc, je vais avoir la possibilité à chaque fois d'aller de ce chiffre agrégé vers le chiffre de détail. Mais une fois de plus, tout ça, c'est stocké qu'une fois. Et donc, l'étape suivante de ma démarche de pilotage, c'est je fais remonter en fait ce tableau dans ma présentation PowerPoint. Donc, le logiciel PowerPoint appelle d'un point de vue formatage le logiciel Excel qui lui appelle la base de données. Les chiffres remontent dans Excel, ils sont formatés, ils remontent dans PowerPoint, ils continuent d'être formatés et ma présentation est prête. Donc de bout en bout, j'ai aucune rupture et j'ai qu'une version de la donnée. Donc ça, c'est vraiment
avec cette capacité très efficace en fait de modéliser, de consolider et cette capacité de modéliser, d'un point de vue opérationnel très vite et de garantir en fait, l'unicité de la donnée, de bout en bout, on est sur quelque chose qui va nous permettre de manière très pragmatique d'implémenter tout ce que j'ai mentionné avant. Alors, sur cette base-là, on peut faire tout ce que j'ai mentionné, précédemment. Maintenant, si on va une étape plus loin, parce que cette fois-ci, une fois qu'on a implémenté ce que je viens de mentionner avant, on peut, de manière, raisonnable, aller l'étape d'après, qui est de dire: «OK, maintenant je veux traiter, des problématiques, d'automatisation, voire d'intelligence artificielle autour de tous ces processus». Donc, jusqu'à présent, on a principalement parlé de la plateforme Talentia CPM. Maintenant, on va étendre cette plateforme pour justement être capable de travailler des données en amont et de les enrichir de manière artificielle grâce à cette intelligence. Donc soit des données, qui sont existantes et qu'on veut enrichir pour mieux les comprendre, parce qu'on parle par exemple de données non structurées. Donc plutôt que de tout lire, on va avoir des moteurs qui vont faire ce travail, de lecture, de classification et de fourniture, in fine, d'un résultat, synthétisé, de manière automatique. Donc ça, c'est une manière de faire. Mais après, il y a un autre aspect qui est intéressant aussi, qui est de dire: «J'ai des agents qui surveillent en permanence, des sources, internes ou externes, et qui ne feraient remonter que des exceptions». Donc ça, c'est quelque chose qu'on va traiter au niveau de ce que nous, on appelle, le Data Information Hub, qui est en amont de la plateforme. Alors, moi, je viens vraiment du monde du data management, hein, donc j'ai eu, l'opportunité, pour la banque, chez qui je travaillais, de mettre en œuvre des gros data warehouse, qu'on appelle aujourd'hui, data lakehouse, et cetera. Mais, heu, ce dont je me suis rendu compte, c'est que pour une direction financière, c'est important d'avoir son information hub. Et en amont, l'équipe informatique a son data hub. Parce que ce dont je me suis rendu compte, c'est que le cycle de vie de la data est beaucoup plus long que le cycle de vie de l'information. Et souvent, en fait, la data ne permet pas le pilotage parce qu'en fait, pour des raisons de gouvernance qui sont tout à fait justifiées, heu, on perd en agilité. Nous, même quand on a voulu accélérer en fait les cycles de mise en production de la data, on était quand même sur des cycles de 6 mois souvent. Et c'est vrai qu'au niveau financier, quand on veut faire des simulations, qu'on veut construire des modèles, dynamiques, on ne peut pas toujours attendre 6 mois. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de dire: «J'ai un hub de données, heu, enfin un hub d'informations qui me permet en fait de faire un certain nombre de tests, de simulations, qui me permettent de construire, des modèles, éventuellement de les supprimer à nouveau, et une fois en fait que j'ai validé réellement, le fonctionnement, là je dis: «OK, maintenant ça c'est quelque chose de pérenne, je vais le faire redescendre vers la couche data et donc à elle de le mettre en place et à elle en fait, ensuite d'intégrer, tout ça de bout en bout parce que ce que j'ai modélisé est pérenne». Donc ça, c'est quelque chose, qui mérite d'être pris en compte, au niveau de l'architecture et qui va permettre justement de tester des algorithmes, d'IA de manière beaucoup plus, flexible que si tout se passe dans les entrepôts de données où là, pour des raisons de gouvernance, pour des raisons de, stockage historique et maîtrisé de la donnée, je ne veux pas que ça soit une sandbox, dans laquelle je puisse faire ce type de test d'enrichissement de données. Et quand je dis test, c'est pas des tests techniques, c'est des tests, business. Donc j'ai envie de tester des hypothèses, j'ai envie de tester, des réflexions, des modèles,
des idées de transformation. Donc, on est vraiment sur ce type de test-là. Les tests technologiques, c'est encore un autre sujet qu'on déporte, par contre, là, dans des couches data et dans des environnements dédiés, en fait, pour tester la technologie. Donc ça, c'est vraiment sur la partie agent. Et puis après, sur la partie assistant, alors là, c'est notre responsabilité en tant qu'éditeur de logiciels, Talentia, de développer des agents. Et aujourd'hui, juste pour vous donner un exemple, on travaille sur un concept d'agent que moi, je trouve vraiment intéressant. C'est l'agent, en fait, qui va maîtriser, pas l'agent, l'assistant, qui va maîtriser, en fait, totalement la notion de documentation. Et on voit souvent, en fait, chez nos clients. Alors, je pense être de retour, mais alors, une petite manipulation. Je vous ai réautorisé, tout est bon. Tout est bon. J'ai été absent combien de temps? Entre 20 et 30 secondes, peut-être. Ah oui, d'accord. Bon, OK, donc ça va. Voilà. OK. Donc, bon, bah, je suis de retour. Alors, je terminais justement sur le sujet de l'intelligence artificielle. Donc effectivement, les agents en amont, sur, les données pour les enrichir, pour les structurer, pour traiter le non structuré et cetera, et les assistants dans la plateforme pour faciliter, heu, des travaux de configuration ou des travaux d'amélioration, en fait, de la manière dont l'outil est utilisé, heu et pour des choses finalement qu'on ne fait pas tous les jours, mais qui doivent être faites, lorsqu'il y a un événement, majeur, comme je le disais, d'acquisition, de vente, de transformation de l'organisation de l'entreprise. Après, l'assistant, de ce point de vue-là, va aussi être très intéressant pour savoir comment utiliser les nouvelles fonctionnalités qu'on met à disposition, je le mentionnais avant, maintenant mensuellement, et à quoi elles servent et dans quel contexte elles ont été développées, peut-être produire des exemples, mais dans le contexte de votre entreprise, parce que finalement, c'est ça qui est intéressant. Alors ça, pour l'instant, c'est pas encore tout à fait sur la roadmap, mais l'idée, ce serait de dire, euh, l'assistant, il comprend la documentation, il comprend le contexte de votre entreprise et donc il va proposer
des améliorations de configuration en prenant en compte ces 2 contextes. Donc ça, c'est l'étape d'après, en fait. Mais en tout cas, une fois de plus, l'infrastructure est en place pour permettre, ce type d'action et cette infrastructure qui est en place, c'est l'infrastructure qu'on a modernisée comme je l'ai expliqué, précédemment. Donc on arrive, maintenant sur la conclusion, de cet entretien. Évidemment, l'idée, ce serait de creuser beaucoup plus, mais bon, en termes de conclusion, j'ai envie de dire, vous l'aurez compris, heu, la capacité de modéliser d'un point de vue opérationnel toute votre organisation, sans limite, celle-là, elle doit être donnée. Donc celle-là, on la donne, on l'a vu dans le cadre du projet, on peut modéliser ce qu'on veut. Maintenant, la capacité d'agréger, de consolider, avec la bonne, logique métier qui est homogénéisée, dans toute l'organisation, ça, c'est pas systématiquement donné, mais dans notre cas, c'est donné et c'est un vrai avantage, pour une entreprise qui est multi-entité. Et l'autre point qui est fondamental de mon point de vue aussi, et on n'en a pas trop parlé, mais c'est que finalement, tout ça se fait de manière totalement contrôlée. Donc, la notion de piste d'audit, de journaux, de capacité à aller voir d'où vient la donnée, voire éventuellement d'écrire en retour vers le système transactionnel, je parle principalement des budgets, tout ça, c'est des éléments que la plateforme permet aussi et qui sont les éléments d'intégration et de compréhension qui créent in fine la valeur et qui permet justement d'enlever toutes les frictions. Parce que, heu, toute la modélisation dont on a parlé principalement, pendant ces 45 minutes, elle est centrale, mais la création de valeur, c'est d'être capable de comprendre, d'expliquer plus vite et de repousser cette information, vers d'autres systèmes d'information qui vont l'utiliser de manière, et tout ça de manière très fluide et de manière maîtrisée, quoi. Donc ça, c'est vraiment l'objectif final que va permettre, en fait, la transformation. Donc voilà, en gros, ce que je souhaitais aborder avec vous aujourd'hui. Donc je vais juste voir, rapidement s'il y a des questions. Donc il y a finalement assez peu de questions. Bon, il y a toujours les fameuses questions, associées, au coût. Donc ça, je l'ai abordé, en amont. Heu, la transformation, surtout quand on fait une transformation de bout en bout, elle n'est pas gratuite. Et en plus du coût, évidemment, du projet lui-même, heu, les personnes de l'entreprise vont devoir participer, au projet, peut-être apprendre une nouvelle solution ou apprendre en fait une nouvelle manière de faire. Mais bon, si on considère que, cette transformation se fait sur une période complète, hein, de 12-18 mois, j'ai quand même envie de dire, l'investissement est très rapidement, rentabilisé parce que toutes les frictions qu'on connaît aujourd'hui avec, je prends les données, je les copie à tel endroit, je recommence en fait, le travail de réconciliation parce que je dois quand même m'assurer en fait que j'ai pas perdu quelque chose entre temps. Ah, les données en amont ont à nouveau changé, donc il faut que je refasse la démarche de les copier. Je vais refaire une réconciliation peut-être un peu moins, approfondie, donc je vais peut-être louper quelque chose, quand je, heu, produis l'information restituée, je me rends compte que j'ai loupé quelque chose, donc je remonte en fait toute la chaîne. J'ai envie de dire, toutes ces frictions-là, elles doivent être sorties de la plateforme parce qu'avec ce type de friction, je ne vais pas pouvoir, poser, sur ma plateforme des algorithmes d'intelligence artificielle, de machine learning, qui vont me permettre, de bien plus automatiser, mais surtout, en fait, d'enrichir les données. Je veux dire, quand je veux rentrer dans une démarche d'enrichissement de mes données, j'ai besoin de maîtriser totalement le processus en amont pour pouvoir justement tester, simuler des scénarios. Donc ça, c'est vraiment, peut-être la conclusion, c'est de dire, oui, un certain coût, mais en abordant les choses de manière très pragmatique, en 12-18 mois,
la transformation est faite et ensuite, tout ce que je vais construire dessus, ça sera beaucoup plus efficace. C'est un peu le concept finalement, qu'on connaît assez bien chez les éditeurs de logiciels de dette technique. Nous, c'est vrai qu'il y a 5-6 ans, chez Talentia Software, on avait, une dette technique parce que c'est vrai qu'on avait choisi des technologies, qui avaient fini par, vieillir et puis, le monde de la technologie évoluant très vite, on s'était rendu compte il y a 5-6 ans, qu'il y avait une dette technique. Aujourd'hui, en 5 ans, on a transformé, on a complètement réécrit en fait notre plateforme. En plus, on avait une bonne raison de le faire puisqu'en fait, on voulait, créer une plateforme SaaS native. On a complètement réécrit la plateforme et aujourd'hui, on est capable de pousser des nouvelles fonctionnalités, d'intégrer des nouvelles fonctionnalités mensuellement, parce que justement la plateforme est faite pour ça et que la dette technique a été supprimée. Le défi finalement, il est un peu le même, chez tous nos clients. Heu, c'est pas forcément le logiciel qui est pas, adapté, mais c'est juste qu'il a été implémenté il y a 10 ans ou 15 ans et qu'aujourd'hui, la solution doit être modernisée. Parfois le logiciel aussi, mais c'est souvent la solution en fait dans son ensemble et sa manière, d'accepter les changements qui doit être modernisée. Donc voilà pour, cette discussion d'aujourd'hui. Donc je vous remercie, d'avoir participé et puis s'il y a des questions, n'hésitez pas, à contacter, Talensa Software, éventuellement à me contacter directement, Dominique Di Grande. Donc, je suis toujours ravi en fait d'avoir des discussions avec des clients et des prospects parce que je trouve que on vit de ce point de vue une période absolument passionnante. Donc, n'hésitez pas, je me tiens à votre disposition. Merci à tous et très bonne journée.